Bonjour et bienvenue au téléséminaire international des IREM d'avril 2026. Nous allons écouter Dominique Laval, qui est à l'INSPE de Saint-Germain-en-Laye et à l'université Cergy Paris Université, CYU, et donc qui va nous parler de l'instrumentation informatique à l'IA générative, reconfiguration du travail mathématique, algorithmique et didactique dans une perspective internationale. Dominique, c'est à vous. Merci Christian et merci de m'avoir proposé ou d'accepter que je fasse cette intervention. Je vais vous présenter un certain nombre de travaux en cours de réflexion qui sont à la fois au niveau national et à la fois au niveau international, entre autres avec l'Allemagne. Pour des raisons, disons, personnelles, je parle couramment allemand, donc c'est plus facile quand je travaille avec les Allemands. Donc voilà, je vais vous dire, il faut que j'arrive à prendre le rythme, pardon. Alors, l'objectif, c'est d'interroger les transformations contemporaines de l'enseignement et de l'apprentissage des mathématiques à partir d'un déplacement à l'un de l'instrumentation informatique, un l'IA générative. Donc, l'IA, c'est pas quelque chose de tout récent, à vrai dire, contrairement à ce que l'on croit. La première fois où on en a parlé, c'était en 1956, lors d'une conférence aux États-Unis. Et c'était dans la continuité des travaux, entre autres d'Alan Turing, de personnes de ce style, qui s'imaginaient qu'un jour, et apparemment à juste titre, qu'on pourrait créer une machine, un robot conversationnel qui aurait une certaine forme d'analyse. Et vous voyez, j'évite le mot intelligence parce que c'est une mauvaise traduction de l'anglais, un peu comme dans CIA. La CIA, il y a le mot intelligence et ça n'a pas exactement la même signification en français. Je vais m'intéresser aux pratiques mathématiques scolaires et il va s'agir de montrer les évolutions actuelles, que ces évolutions, elles ne relèvent pas seulement de l'apparition de nouveaux outils, mais d'une recomposition plus profonde des formes de travail, de validation et de contrôle épistémique. Alors, si vous voulez, on peut comparer par rapport dans les années 90 du siècle dernier, il y avait l'apparition des machines à calcul formel. Et une des grosses différences avec ce que l'IA, c'est que quand je vais prendre un truc basique, supposons qu'un élève aurait mis 3 fois 2 et la machine répondait, je sais pas, 8. Là, c'était pas la machine qui faisait une erreur, c'est que normalement l'élève avait mal tapé dans les touches. Il aurait peut-être tapé 4 fois 2. Et ce qui fait que bien la machine répondait à 8 mais pour l'opération qui lui avait été indiquée de faire. L'IA, c'est différent. L'IA, vous lui posez des prompts là et vous lui demandez donc de vous aider à résoudre par exemple un problème ou un texte, à écrire un texte ou à analyser. Au départ, vous n'êtes pas vraiment maître de ce qui se passe. L'IA va vous répondre, toujours en essayant de satisfaire votre attente. Et la grande différence avec ce que j'ai raconté avant avec le calcul formel, c'est que maintenant, il va falloir que vous ayez un regard, une pensée critique par rapport à ce qu'elle vous renvoie. Est-ce que ce qu'elle vous renvoie est correct ou est-ce qu'elle n'est pas correcte? Comme je le disais avant qu'on ne commence, il y a 2 ans, en classe de CM1, dans le cadre d'expérimentations que je mène dans des classes, il y avait un travail à faire sur l'IA et les mathématiques. C'était autour de la proportionnalité. Et les enfants avaient 4 exercices, ils étaient regroupés par 4, ils avaient chacun un exercice et ils savaient que sur les 4 exercices, il y en avait un qui n'était pas de la proportionnalité. Nous étions en CM1 et c'est l'introduction de la proportionnalité. Et ce qui va nous intéresser, c'était l'exercice qui n'était pas de la proportionnalité. Marc mesure 1,30 m à 10 ans, combien mesurera-t-il à 20 ans? Point d'interrogation, à 30 ans, point d'interrogation. Et chaque enfant donc, devait résoudre son propre exercice qu'il avait sous la main. Après, il faisait une validation en montrant à ses camarades et il validait si c'était tous
d'accord ou pas. Pardon, il faut que je branche, euh, sinon on va être. J'ai plus de courant. Voilà. Donc, il validait, il validait ce qui. Et donc, le groupe validait, et bien entendu, l'élève qui avait l'exercice sur les tailles, dans un premier temps, a fait bêtement les calculs, si on peut dire. Et puis, bien, il s'est rendu compte, il a eu un regard critique par rapport à ce qu'il trouvait. Et en général, les élèves considéraient, à juste titre, que c'était pas le bon exercice, que c'était l'exercice qui n'était pas proportionnalité. Et la différence dans un enseignement classique, il ne demandait pas à la maîtresse présente dans la salle, ni moi en tant que chercheur au fond de la salle avec mon matériel, ils devaient demander à ChatGPT 3.5 à l'époque, est-ce que c'est valable ou pas, voilà ce qu'on a fait, est-ce que c'est correct ou pas correct. Et pour l'exercice sur Marc, en novembre 2023, les ChatGPT leur a répondu, il est difficile de donner une réponse pour des raisons, on va dire, génétiques. Cependant, on peut supposer que Marc mesurera 2,60 m parce qu'il a fait deux fois 1,30 m à 20 ans et 3,90 m, trois fois 1,30 m à 30 ans. Et les enfants, leur réaction a été tout de suite, pour une grande majorité, une réaction, oh, on s'est trompé. Et donc, pour eux, et on le voit dans l'enregistrement, que la machine ne se trompe pas. C'était ça que je voulais faire voir aux enfants. Attention, la machine peut se tromper, même en lui écrivant un bon énoncé. Dans sa réponse, elle peut se tromper. Et ça a été difficile pour leur faire prendre conscience que la machine s'était trompée. Beaucoup étaient dans un espèce de déni. Alors, l'analyse je vais présenter au cours de cette présentation va être basée sur des cadres théoriques comme les espaces de travail algorithmiques. C'est des cadres que j'avais mis en place dans ma thèse il y a quelques années. Et il se trouvait dans la continuité de ce qu'on appelle les espaces de travail mathématiques de Alain Kuzniak. Il y aura deux termes. Et puis oui, j'envisage, actuellement, je travaille sur l'idée d'un espace de travail didactique instrumenté par l'IA. Il y aura deux terrains qui vont être présentés ici. Le projet Nebel, qui est centré sur la formalisation et la vérification des preuves dans l'enseignement supérieur. Alors c'est ça le projet. Alors il est plutôt allemand au départ. Je travaille, étant moi-même franco-allemand, les collègues allemands ne me voient pas vraiment comme un Français, mais j'essaie de le faire aller vers la France aussi. Et le protocole PRISM, lui, est un protocole totalement français qui est en place, qui va durer 3 ans dans le cadre de l'enseignement des mathématiques au niveau de l'école primaire. Ah oui, pour information, j'enseigne à l'université à des futurs professeurs des écoles en master et maintenant aussi en licence. Par ailleurs, je vais vous présenter une modélisation sur l'étude d'une parade nuptiale articulant graphes, matrices et simulations algorithmiques, permettant de rendre visibles les déplacements de travail mathématique induits par l'usage de l'IA. Et je vais vous présenter ça parce que c'est quelque chose que j'ai travaillé avec des étudiants de l'université de Gießen en Allemagne pendant au cours de l'année dernière. Pendant l'été parce que les vacances en Allemagne sont plus courtes qu'en France. Alors, et tout ça, c'est pour vous montrer, mettre en évidence un déplacement du centre de gravité de l'activité, de la production vers l'interprétation et la validation. Donc voilà, ça c'était le préambule. Alors, euh, donc l'introduction donc récente et rapide des IA génératives va modifier notre façon d'enseigner, ou devra modifier notre façon d'enseigner, et dans les pratiques éducatives, scientifiques, mais ça ne touche pas que le corps des enseignants ou les chercheurs, ça va toucher d'autres professions, corps médical, avocats, différents métiers, on va dire intellectuels, dans un premier temps. Je pense qu'on peut comparer, moi j'aime bien comparer un peu comme quand au 19e siècle,
il y a eu l'industrialisation qui est apparue petit à petit, et quand la robotique avec le XXe siècle, quand on regarde par exemple des images INA sur les usines Renault dans les années 70, où on voit il y avait des usines sur ce qu'on appelle l'île Seguin à Boulogne-Billancourt à côté de Paris, des milliers d'ouvriers qui sortaient à la pause pour aller manger. Ben maintenant, dans une même usine, vous avez très peu d'ouvriers. Vous allez avoir une dizaine, une centaine d'ouvriers qui vont gérer des robots et qui feront des tâches répétitives, là où autrefois, ben, c'était des êtres humains. Par exemple, allez voir le film Les temps modernes de Charlie Chaplin. Donc voilà. Donc cette intégration de l'IA, ben, cette fois-ci, va plutôt toucher, dans un premier temps, les professions intellectuelles. Et on le voit bien avec nos élèves ou nos étudiants, suivant le cas, et même chez des très jeunes, que quand ils rendent des travaux ou quand ils travaillent, on ne sait pas forcément au premier coup. Si on se rend compte assez rapidement parce qu'ils l'utilisent maladroitement, mais ils utilisent de plus en plus l'IA, voire même pour des choses qui n'ont aucun rapport avec la scolarité, pour organiser leurs vacances, leurs rencontres entre camarades et ainsi de suite. Donc, et cette émergence de systèmes capables de produire du langage mathématique, de produire des raisonnements, de structurer des contenus, devrait introduire vraiment un changement de nature assez fort. Dans les configurations intérieures, comme je le disais, les outils informatiques intervenaient principalement comme instruments d'exécution, de calcul, de simulation. Mais maintenant, avec l'IA générative, l'outil tend à devenir un acteur capable de produire des objets mathématiques plausibles, modifiant ainsi les conditions de production, de structuration et de validation des savoirs. Dans cette perspective, alors, on a la question: dans quelle mesure le passage de l'instrumentation informatique à l'interaction avec des systèmes génératifs reconfigure-t-il le travail mathématique, en particulier dans ses dimensions de production, de structuration et de validation? Alors, logique, vous voyez là, j'ai essayé de résumer, synthétiser dans un tableau avec 2 colonnes: logique d'instrumentation informatique, exécution, calcul, traitement, outils commandés, validation souvent externalisée à l'utilisateur, technique; logique d'interaction avec des IA, des systèmes génératifs. Mais là, il y a le côté génération, générer, proposition, reformulation, interlocuteur apparent, risque de déplacement de la validation, intervention dans la production discursive et intellectuelle. Donc, pardon. Euh, la transformation des formes de travail mathématique est vraiment mis en cause, si on peut dire. La recomposition des modalités de validation, le déplacement du contrôle épistémique, la nécessité donc d'un renouvellement didactique, épistémologique et curriculaire, et comment analyser ce passage de l'instrumentalisation à l'interaction générative. Et là, ça me fait penser, par exemple, un peu quand c'était dans les années 70, il y a eu un théorème qui était assez célèbre, qui est très célèbre, celui le théorème des 4 couleurs. Le théorème des 4 couleurs n'a jamais été démontré par un formalisme mathématique comme on démontrerait, je ne sais pas, le théorème de Pythagore, le théorème de Thalès ou tout autre théorème, même des plus complexes, que ce soit en théorie de la mesure, en proba ou autre. Mais les 4 couleurs, donc je ne sais pas si vous le connaissez, mais le terme des 4 couleurs consistait à dire: je prends par exemple la carte de la France avec ses 95 départements et je veux colorier cette carte avec le minimum de couleurs, sachant que 2 départements qui ont une frontière commune non réduite à un point et soit de couleurs différentes. Et il ne faut que 4 couleurs pour faire ça, et ça marche avec n'importe quelle carte euh, de taille importante. Et ça n'a jamais, c'est l'informatique qui l'a démontré. C'est l'école polytechnique, des chercheurs de l'école polytechnique, mathématiciens et informaticiens dans les années 70-80, qui ont démontré ça. Et la communauté scientifique, mathématique et autres ont considéré que c'était une démonstration tout à fait correcte et acceptable. Donc,
L'algorithmique, alors je reviens un peu quand même sur les cadres dont je vous ai cité, les cadres style ETA et paradigme algorithmique. Donc, pour les ETA, j'ai fait l'hypothèse à l'époque, quand j'étais thésard, que l'algorithmique ne serait ni à une technique de calcul, ni à une spécialisation informatique, mais constitue un régime spécifique de validation du travail scientifique, articulant exécution, simulation et formalisation. Et normalement, il y a un article qui est en cours d'écriture, enfin, il est en cours d'évaluation. Il est écrit, il est en cours d'évaluation. Cette perspective prolonge les travaux de Knuth, en 1973, qui participe à la constitution de l'algorithmique comme un domaine scientifique structuré par des formes spécifiques de production, de contrôle et de validation. Alors, par exemple, on me demande souvent, est-ce que je considère que l'algorithmique, c'est une discipline comme les mathématiques, comme le français, comme le physique et autres? Ben, oui, pour moi, c'est une discipline à part entière. Elle est souvent associée aux mathématiques, mais elle est aussi associée à d'autres champs disciplinaires, mais c'est une discipline à part entière avec sa grammaire, sa logique, et ainsi de suite. Et Knuth avait bien distingué cet aspect-là entre les mathématiques et l'algorithmique. Par rapport à ces ETA, donc ça peut être envisagé comme un espace intermédiaire de rationalité contribuant à structurer les formes contemporaines du travail mathématique. On a ainsi donc ces fameux ETA qui, comme je l'ai dit, sont dans la continuité des ETM, espaces de travail mathématique. Donc ici, on va analyser l'algorithmique non pas comme un simple ensemble de techniques, mais comme un espace structuré l'activité mathématique. Ah, je, en fait, compte, j'aurais pas dû mettre comme ça apparaît. Dans cette perspective, un espace de travail se définit comme un système articulant des artefacts. Donc, par exemple, dans le cas de l'algorithmique, ça va être le langage, ça va être les environnements, les programmes, les supports, et ainsi de suite. Quand je parle de langage, est-ce que c'est du langage naturel? Est-ce que c'est du langage en pseudocode? Est-ce que c'est du langage code? Les systèmes de signes, les écritures algorithmiques, les schémas, le codage, ça peut être aussi les organigrammes, et ainsi de suite, et les référentiels théoriques, les règles, les propriétés, les concepts mobilisés. Donc, il ne s'agit plus seulement d'enseigner des algorithmes, mais de comprendre comment la structure de l'algorithme, à travers une activité de résolution, de modélisation et de validation, va construire cet environnement. Dans un ETA, la validation ne repose pas uniquement sur des preuves formelles, mais peut s'appuyer sur l'exécution d'un programme. Ben, on va l'exécuter, on va voir si ça marche. La simulation d'un processus, la confrontation entre différents registres de représentation, et l'algorithme introduit alors des formes spécifiques de rationalité qui ne se confondent ni avec intuition empirique, ni avec démonstration formelle classique. Et alors, pour résumer tout ça, ben, vous avez ce schéma qui représente les deux plans, un plan épistémologique où il y a les représentants même, les artefacts programmables, un ensemble d'idées théoriques, et vous avez un plan cognitif avec la visualisation, la construction preuve, et vous avez différentes genèses qui passent de l'un à l'autre. Je vais assez vite parce que je ne suis pas là pour vous présenter en sens propre tous ces cas théoriques. Alors, les paradigmes, là, on est en train de travailler sous le contrôle d'Alain Kuzniak pour un fascicule IREM sur les différents paradigmes. Donc, au départ, il y a eu ce qu'on appelle les paradigmes géométriques avec Houdeman et Kuzniak au début des années 2000. J'ai un peu oublié exactement la date. Puis, il y a eu les paradigmes mathématiques, si on peut dire, autour de l'analyse. Et j'ai adapté, lors de ma thèse, ces paradigmes sous forme de 3 niveaux, comme ce l'était dans les autres cas, avec une approche intuitive. L'activité va reposer sur la simulation concrète et l'expérimentation de l'algorithme. La validité est souvent associée à l'observation du comportement du système. Un paradigme 2 qui va être une axiomatique naturelle. Les règles de transformation sont explicitées. L'activité consiste à structurer les procédures et à justifier les étapes de raisonnement. Alors, juste pour vous donner une idée, par exemple, si je prends un élève de troisième, il va utiliser l'algorithme d'Euclide pour vérifier que deux nombres entiers sont premiers ou pas entre eux. Au niveau de la terminale, cet élève
va à nouveau réutiliser l'algorithme de Euclide, mais pas simplement pour vérifier. Il va quand même faire une preuve, il va faire une justification que l'algorithme d'Euclide donne bien ce qu'il voulait. Il va utiliser pour ça des suites décroissantes et pour justifier cet aspect-là, convergent vers zéro, etc. Dans le paradigme A3, donc là, on est dans du traitement formel. Les objets sont manipulés dans un cadre symbolique et formalisé. La validation repose sur des systèmes explicites de calcul et de règles et de preuves. Alors là, j'ai évolué par rapport à ce que j'avais comme pensée il y a une dizaine d'années au cours de ma thèse. À l'époque, je pensais au principe, par exemple, de la machine de Turing pour ce paradigme 3, A3 plutôt, et qui donc, ne trouvait pas sa place au niveau du secondaire, et a fortiori encore moins au niveau du primaire. Sur cet aspect-là, je suis en train d'évoluer, entre autres avec des réflexions que j'ai avec Yannick Trunkenwald, lui, il travaille plutôt sur les paradigmes des statistiques. Les paradigmes A3, c'est traitement formel, a aussi sa place au collège, au lycée, voire même au primaire. Quand un enfant met une preuve d'une résolution, lors d'une résolution d'un problème, je pense qu'on peut considérer qu'il n'est pas simplement dans une application comme il y avait l'aspect algorithme d'Euclide pour déterminer si deux nombres entiers sont premiers entre eux. Donc, ces paradigmes ne constituent pas des niveaux hiérarchiques stricts, mais des modes complémentaires d'activité entre lesquels les élèves, les étudiants et les enseignants peuvent circuler. C'est la petite différence. Si vous allez un jour voir ma thèse, qui est en ligne, eh bien, vous verrez que là, c'est pas tout à fait comme je le voyais il y a une dizaine d'années. Exactement il y a 8 ans. Alors, les apports didactiques du cadre TA, l'introduction de l'algorithmique dans l'enseignement des maths ne se limite donc pas à l'apprentissage de techniques informatiques. Elle transforme en profondeur les formes de production de connaissances, les modalités de validation, les types de tâches proposées. Un tel cadre permet ainsi de penser les circulations entre registres. On a des graphes, des tableaux, des algorithmes, etc. Des articulations entre simulation et formalisation et des déplacements des formes de rationalité mobilisées. Dans la suite de cette présentation, ce cadre va être prolongé afin d'analyser les transformations induites par l'introduction de l'IA générative. Et alors, alors ça, c'est une idée qui est en cours de construction. Pour l'instant, elle est plutôt avec mes collègues allemands, mais c'est une réflexion qui n'est pas limitée aux pays germaniques. On peut très bien l'adapter en France. Donc, l'apparition de l'IA conduit à prolonger donc l'analyse des ETA. Contrairement aux outils informatiques traditionnels, et les IA vont produire des réponses mathématiques, reformuler des raisonnements, proposer des structurations. Donc l'évolution, il y aura un nouvel acteur dans le système didactique et il va falloir que celui qui utilise l'IA ait un regard critique par rapport à ce qu'on envoie l'IA. Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est faux? Et ça, je n'avais pas besoin de l'aborder quand j'ai travaillé simplement avec des algorithmes, on va dire, classiques. Donc, ce déplacement-là ne correspond pas à une simple simplification de l'activité, mais à une transformation de sa nature. Alors, je vous ai fait un petit graphique. Je suppose que le diaporama sera mis en ligne, donc je ne vais pas trop le décrire, mais vous voyez, j'ai l'ETA, donc l'espace de travail algorithmique, donc ça, c'était ce qu'il y avait il y a une dizaine d'années, et l'ET d'IA, celui qui est en train de se développer avec l'aspect IA génératif qui produit des contenus. Donc, il va falloir vérifier la validité de ces contenus. Donc, pardon. Dans le TDA, les artefacts incluent désormais des systèmes génératifs et les productions deviennent hybrides, résultant d'interactions entre l'humain et la machine. Et cette transformation entraîne des modalités de validation. Est-ce que la production que va donner la machine
est-ce qu'il faut la vérifier. C'est-à-dire qu'on ne peut pas simplement se contenter, comme quand on faisait du calcul formel, de la reprendre. Et l'erreur, elle était due pas à la machine, mais l'erreur était due à l'être humain qui probablement s'était trompé sur une touche. Tandis que là, la machine peut, le robot conversationnel peut produire une erreur dans son raisonnement. Alors là, donc j'arrive à mes terrains d'analyse. Alors Nebel, donc, donc le Nebel, c'est un départ, au départ, c'est un projet à 100% germanique, qui se fait à l'université de Gießen et en moindre mesure à l'université de Bonn, donc en Allemagne. Et maintenant il devient français, franco. J'essaie de le faire devenir un peu franco. Donc on travaille sur un langage semi-formel visant à rendre explicite les processus de vérification des raisonnements mathématiques dans une perspective intermédiaire entre intuition et formalisation. On met en évidence des enjeux de structuration explicite des raisonnements, validation formelle, tandis que le protocole PRISM, lui, c'est une recherche-action organisée par l'ISFEC IDF dans le cadre de la CATO, qui est, lui, centré sur l'école primaire. Alors, il touche, à vrai dire, tous les domaines, tous les champs mathématiques du primaire, même les tout nouveaux avec l'introduction des probabilités et de la préalgèbre en cycle 3, mais il touche aussi les transformations du travail mathématique dans des situations d'enseignement avec l'introduction de l'usage de l'IA. Et ça, à partir du CE2, même si pour l'instant, les expérimentations ont été faites qu'en CM1, voire CM2. Mais c'est prévu, comme ce protocole va durer 3 ans, de le faire au cours de l'année prochaine avec des élèves aussi de CE2. Alors, je sais que je ne suis pas dans les clous institutionnels totalement, puisque l'institution, entre guillemets, déconseille, voire même presque interdit une utilisation de l'IA avant la quatrième. Donc, on est dans un côté expérimental. On n'est pas dans un côté, on va dire, euh, pédagogique classique. C'est vraiment une expérimentation pour voir ce qu'il en est ou pas de cet usage de l'IA. Et la mise en regard de ces deux terrains permet de montrer que les transformations induites par l'IA concernent à la fois les formes les plus formalisées de travail mathématique et les situations d'apprentissage les plus élémentaires. Oui, puisque dans un cas, on va travailler avec, dans le cadre de mathématiques de niveau préparation à l'agrégation, et dans l'autre cas, on va travailler avec des mathématiques de niveau cycle de CE2, mais voire même de petite section. Donc, on n'est pas du tout sur le même niveau mathématique. Mais justement, l'intérêt de ça, c'est de voir que même le projet Nevel peut avoir une place d'une certaine manière au primaire. Alors, je vous présente rapidement Nevel. Alors, voilà un peu des types de travaux qu'on met en place. Donc, il y a un ouvrage qui est en cours d'écriture. Normalement, on prévoit aussi de créer un site et puis on mettra sur recherche et des choses comme ça, tout ce qu'on est en train de faire. Mais pour l'instant, on vérifie. Tout ça, ça devrait avoir lieu d'ici la fin de l'année civile en cours. Alors, donc, euh, notre objectif, c'est de rendre explicites les étapes d'une preuve et de contrôler leur validité. Et là, on constate que l'IA peut être aussi un outil qui n'était pas prévu au départ. Mes collègues allemands, qui sont des mathématiciens, euh, ils n'avaient pas pensé à l'aspect IA. C'est moi qui l'ai évoqué. Et c'est vrai que ça a tendance un peu à modifier notre première approche. Donc, ce langage devrait pouvoir expliciter les raisonnements mathématiques tout en restant accessible à un lecteur humain. Alors, on a quand même eu une petite déconvenue parce on a fait une présentation récemment en Suisse et nos homologues présents, c'était que des mathématiciens, nous ont dit c'était très intéressant, mais où était réellement la simplification? Parce que mine de rien, on utilise un vocabulaire avec beaucoup de symboles, très symbolique, et donc on travaille, voir comment on peut le rendre plus lisible. Donc l'enjeu principal n'est pas seulement de produire des démonstrations correctes, mais de rendre explicites les chaînes d'interférence et les règles mobilisées.
Hein. Bon, alors, au Nebel, on est vraiment dans du A3, si je repense à mes paradigmes, parce que là, on est vraiment à un traitement formel des objets mathématiques. Dans ce paradigme, les objets, donc on va être manipulés symboliquement, les règles d'inférence sont explicitées et la validité va reposer sur des systèmes structurés de déduction. Cependant, cet intérêt de Nebel ne réside pas uniquement dans sa proximité avec les systèmes formels. Il introduit également une tension entre lisibilité humaine et vérifiabilité formelle. Et en cherchant à rendre les preuves à la fois compréhensibles et vérifiables, il met en lumière une dimension souvent implicite du travail mathématique, la nécessité d'articuler compréhension globale et validation locale. Euh, L'analyse du projet permet de mettre aussi en évidence plusieurs transformations du travail mathématique dans un contexte instrumenté, une explication accrue des raisonnements. Chaque étape devant être formulée de manière autonome. C'est très algorithmisé les différentes étapes. Une localisation de validation qui s'effectue au niveau des inférences élémentaires et une reconnaissance du rapport à la preuve qui devient à la fois plus transparente et plus fragmentée. Paradoxalement, cette explication peut rendre la compréhension globale plus difficile en dispersant la structure de raisonnement. C'est ce qu'on nous a fait comme reproche, je vous le dis récemment, en Suisse. Donc, on a encore beaucoup de travail. Ce phénomène met en évidence une tension entre deux exigences, rigueur formelle et lisibilité mathématique. Alors, dans le contexte IA, donc ça, c'était pas prévu initialement par mes collègues allemands. Ça, c'est moi qui leur ai proposé. L'IA est capable de produire des démonstrations plausibles, parfois correctes, parfois erronées. Ça, c'est du côté de l'IA, et des systèmes comme Nebel visent à garantir la validité formelle des raisonnements. Donc, cette coexistence met en évidence une tension fondamentale entre une IA qui facilite la production de contenu mathématique et Nebel qui renforce les exigences de validation formelle. Dans ce contexte, le travail du mathématicien se déplace. Il ne s'agit plus seulement de produire une preuve, mais de vérifier, analyser et interpréter des preuves produites, entre autres par le système externe qui est l'IA. Donc, vous voyez, quand par exemple, on travaille avec mes collègues allemands sur des théorèmes, entre autres dans la théorie de la mesure, c'est pour ça que j'en ai vaguement évoqué tout à l'heure, on reprend des théorèmes qui ont pu être démontrés ou qui sont en cours de démonstration ou sur lesquels il n'y a pas encore forcément une démonstration et on essaye de créer des démonstrations. Et quand l'IA nous renvoie, même si on utilise des IA comme le coq, qui sont quand même plus spécialisés pour les mathématiques, on constate qu'il faut à chaque fois vérifier, analyser et interpréter ce que nous renvoie la machine. On n'a pas simplement une production d'une preuve parce que la machine peut se tromper et nous induire en erreur. Euh, donc, l'analyse de l'IA permet ainsi de mieux comprendre les enjeux de l'ETDIA, donc l'aspect didactique instrumenté par l'IA, et dans un contexte de l'enseignement supérieur, dans un espace de travail instrumenté par l'IA, la production de démonstrations peut être partiellement externalisée. La validation devient une activité centrale nécessitant des outils et des cadres spécifiques. Et là, cette validation, c'est plutôt du côté de l'humain. Donc, Enable peut alors être interprété comme un dispositif permettant de soutenir ce travail de validation en fournissant un cadre explicite dans l'analyse des raisonnements. Alors, j'ai fait là quelques exemples. Si n est un entier pair, alors n2 et n puissance 2 est pair. Donc, j'ai un peu simplifié parce que c'est pas exactement comme ça dans notre travail Nebel, mais j'ai repris un peu le principe que comment l'IA transforme notre travail. Donc, dans cet exemple très simple, l'intérêt n'est évidemment pas la difficulté mathématique. Ce qui nous intéresse, c'est la forme de la preuve. Chaque étape est explicitée et justifiée séparément. Nous voyons bien ici que ce que permet une approche de type Nebel, la validation locale devient lisible. En revanche, nous voyons aussi la limite possible de ce type de structuration. La preuve est claire étape par étape, mais elle peut perdre en fluidité globale. Si je donne ça à un élève de seconde, par exemple, je suppose que il peut montrer une certaine difficulté à comprendre ce qu'a fait la machine ou ce qu'a fait l'être humain à travers Nebel. Mais un Nebel, à vrai dire, c'est aussi de la machine. Alors, là, bon, j'ai d'autres exemples, je vais aller très rapidement. Donc, Nebel, il y a le côté explication, structure, validation formelle, transparence, tandis que l'IA, il y a le côté production,
plausibilité, validation incertaine, tandis qu'avec Nebel, on a une validation formelle et on a une opacité formelle, partielle plutôt, tandis que c'est très transparent avec Nebel. Donc voilà, j'ai j'ai un autre exemple aussi, mais vu le temps, je préfère passer maintenant à un exemple donc qui j'ai mis en place avec des étudiants allemands. C'était pendant les vacances de la Toussaint française, pas de la Toussaint, pardon, excusez-moi, les vacances d'hiver françaises. Donc la parade nuptiale, donc c'est modéliser une parade nuptiale des abeilles à la matrice dans un cadre de collaboration humain-IA. Alors voilà, donc les étudiants donc les étudiants sont en licence 1, enfin l'équivalent de nos licences 1, en sciences, c'est des licences de biologie, enfin c'est biomathématiques si on peut dire. Ils doivent, dans un premier temps, il y a tout un côté expérimental, ils étudient le comportement animal avec la description d'un ethnogramme du mâle chez les abeilles et comment il va y avoir la reproduction entre le mâle abeille et la reine ou la femelle. Et il y a une interaction entre l'enseignant-chercheur et ses étudiants et un système d'intelligence artificielle générative. Donc, je vais vous montrer un peu ce qui s'est passé. L'interaction a permis de formaliser progressivement l'aspect éthogramme, je vais vous le montrer, sous forme d'un graphe de transition, de proposer une présentation matricielle du système, d'expliciter les liens entre les différentes représentations, graphes, matrices, dynamiques, et de suggérer des prolongements, notamment en termes de simulation algorithmique et d'interprétation. Et là, on n'a pas, ne relève ni d'une délégation complète, ni d'une automatisation de travail. Il y a eu une logique de co-construction dans laquelle les propositions de l'IA sont sélectionnées, interprétées, ajustées et validées par l'utilisateur humain. Donc l'IA agit comme un amplificateur de structuration didactique capable de rendre explicites des relations qui demeurent souvent implicites dans les pratiques ordinaires. Alors, vous voyez, là, j'ai pris un exemple. Là, vous avez un extrait humain, donc une copie d'élève, enfin d'étudiant plus exactement. Et voilà ce que a représenté l'IA quand il a demandé à. Bon, l'ethnogramme est ici. Donc, il y a le côté départ. Le mâle s'approche de l'abeille. Il inspecte l'abeille. Il y a une première tentative, enfin, il y a des tentatives d'accouplement et l'accouplement. Puis, il y a sortie par abandon du mâle et sortie par dépassement du temps. Je rappelle qu'au final, le mâle meurt quand il y a eu l'accouplement. Et donc, on voit finalement que le travail fait par l'humain en amont, et quand il a demandé à l'IA de lui donner un graphe, bah, c'était quasiment le même. Ça a été même assez surprenant. Voilà. Donc, après, on a travaillé sur l'aspect matriciel. Donc, on a demandé, enfin, les étudiants devaient donner la matrice représentant ce graphe de déplacement. Donc, lisez la matrice en partant par exemple, du D de la colonne pour aller vers le D de la ligne, de IF de la colonne pour aller de D de la ligne, et ainsi de suite. Et, et alors, ce qui était très intéressant, c'est l'échange qu'il y a eu entre l'IA donc a généré la matrice, a proposé le graphe, mais honnêtement, il n'a pas donné d'interprétation. Ça a été l'humain qui a été obligé de donner une interprétation de ces différents rendus par la machine. L'étudiante, par exemple, il y avait une étudiante qui a constaté que la matrice ne contient seulement que des 0 et des 1. Elle a demandé à l'IA à quoi correspondaient cette série de chiffres, parce que leur matrice, à eux, ils n'avaient pas forcément mis des 0 et des 1. L'IA répond que 1, c'est une transition possible, 0, c'est une transition impossible. L'étudiante propose alors à l'IA sous une forme interrogative, est-ce que par exemple, on aurait transition de A vers ST possible, à ce moment-là, ce serait 1, et une transition ST vers A qui est impossible d'après le graphe, donc ce serait 0. Et la machine a répondu oui. Donc, on a eu une circulation entre l'IA et l'humain. Et puis après, l'IA a demandé, pas l'IA plutôt, l'étudiant a demandé à la machine, est-ce qu'on peut, grâce à ce travail, parce que c'est des étudiants
qui n'avaient pas de connaissances particulières en théorie des graphes, voire même pas du tout. Et donc, c'était, entre guillemets, une introduction. Et il demandait est-ce que la matrice permettrait de déterminer le nombre de chemins de longueur n entre deux états. Et l'IA leur a répondu oui, si tu calcules m puissance 2, par exemple, ça va être un chemin de longueur 2, m puissance 3, ça sera des chemins de longueur 3, et ainsi de suite. Donc, il y a vraiment eu un travail de collaboration. Donc, dans le cas des ETA, cette situation illustre la possibilité de passer d'une approche intuitive, la simulation, à une approche structurée, règles de transition, puis à une approche plus formelle, manipulation symbolique des matrices. Ce qui est intéressant ici, ce n'est pas seulement le modèle, mais les passages entre les représentations, et c'est précisément là que l'IA intervient aujourd'hui. Elle facilite ces passages, mais ne garantit pas leur compréhension. Et une chose aussi, on constatait, mais ça je l'avais vu avec les CM1, l'IA, un des inconvénients de l'IA, c'est qu'elle ne réagit pas à la mimique de la personne qui l'interroge. C'est-à-dire que si la personne qui l'interroge n'a pas compris ce qu'elle lui renvoie, elle ne va pas réagir. Et c'est là où on voit la place de l'être humain. On a vraiment besoin toujours de l'être humain dans le cadre de l'enseignement. Ce même présentation, je vous l'aurais fait il y a un peu plus d'un an. J'aurais commencé en vous disant quasiment de façon un petit peu caricaturale, mais attention, l'IA va nous remplacer à plus ou moins long terme ou court terme. Non, l'IA ne va pas nous remplacer parce qu'il y a cet aspect-là. L'IA ne sait pas, à l'heure actuelle, tenir compte du ressenti de son utilisateur, de la compréhension. Par exemple, si je reviens sur la proportionnalité, quand un élève de CM demande un renseignement sur la proportionnalité, l'IA va lui répondre va peut-être aller sur des fonctions linéaires. Or, un élève de CM1 ne connaît rien sur la fonction linéaire. Donc, il doit au départ lui indiquer son niveau ou son âge pour que l'IA adapte son contenu à l'élève. Et ça, c'est une chose que je prends petit à petit conscience parce que l'IA n'a pas cette conscience. Bon, vu l'heure, je vais là aussi aller un peu vite parce que sinon on ne va pas avoir le temps. Je crois qu'il nous reste un petit quart d'heure. Alors, alors à propos, pour finir sur cet aspect avec les abeilles, on aurait pu après aller vers des simulations algorithmiques utilisant des logiciels, des environnements numériques en fonction de l'âge des utilisateurs, bien entendu. Alors, euh, donc, pour revenir et pour conclure sur ce premier aspect, donc l'IA propose la matrice, l'humain va valider, l'IA structure, l'humain va interpréter, l'IA génère, l'humain va comprendre. Voilà en gros comment il faut voir la relation entre l'IA et l'être humain. Alors, si je vais sur Prism, donc je vous présente rapidement Prism. Donc, Prism s'inscrit dans un contexte de recomposition profonde du travail mathématique sous l'effet du développement des technologies numériques et plus récemment de l'IA générative. Je rappelle, on est au niveau, alors cycle 1, cycle 2, cycle 3, c'est-à-dire sixième inclus. Bien entendu, l'IA n'intervient pas sur ces trois cycles, il n'intervient que sur le cycle 3 et un peu en CE2. Il n'intervient pas du tout en cycle 1 et ni en CP ni en CE1 et très légèrement en CE2. Il ne s'agit pas d'y voir une simple évolution instrumentale, mais une transformation des conditions même de production, de structuration, de validation des savoirs. Prism se présente comme un dispositif de recherche-action visant à articuler plusieurs dimensions du travail mathématique, qu'il soit didactique, cognitif, algorithmique et éthique. Il y a l'aspect éthique qui n'est pas à négliger dans le cadre d'une utilisation de l'IA. L'enjeu n'est pas de juste imposer ces cadres, mais de les mettre en relation dans un modèle intégrateur permettant de rendre intelligible la complexité des situations contemporaines. L'un des apports majeurs de Prism consiste à déplacer le regard du simple usage des outils vers la transformation des mathématiques lui-même. Alors, euh, quand on fait travailler les enfants avec l'IA,
donc des enfants qui ont 9, 10 ans, la question centrale devient celle du contrôle épistémique, qui valide, selon quels critères, quelle garantie de compréhension. L'IPRISM fait l'hypothèse que l'introduction de l'IA déplace le centre de gravité du travail mathématique, de la production vers la sélection, de l'exécution vers l'interprétation et de la résolution vers la validation. Alors, donc, j'ai on a une constellation un peu de ce style qui permet de rendre visible l'organisation qu'il y a entre les espaces de travail mathématiques, les espaces de travail algorithmiques et des environnements connectés. Donc, pour analyser le travail de l'enfant avec l'IA. Et alors, j'ai présenté un petit peu sous la forme d'un plan de métro. Donc, vous avez le cœur de prisme plutôt, qui est conçu comme un espace de convergence et de régulation. Ce cœur ne constitue pas un centre hiérarchique, mais un lieu d'articulation autour des cas théoriques, des pratiques de terrain et enjeux éthiques. Alors, je rappelle que ça se fait dans le cadre. Alors, c'est pas l'université, pour l'instant, Siwan n'y est pas du tout. C'est l'université catholique de Paris, l'Institut catholique de Paris, avec l'ISFEC. L'ISFEC, c'est l'équivalent des INSPE, mais pour l'enseignement privé sous contrat. Donc, il y a 5 classes de l'enseignement privé, enfin 5 écoles plutôt, 5 écoles d'enseignement privé, pas des classes, du 93, qui est un département qui est quand même avec des difficultés au niveau scolaire chez les enfants. Il y a des formateurs, il y a les directeurs des écoles qui participent à ce protocole. Donc ça, c'est la ligne violette. Et puis, il y aura un partenariat avec une université allemande, ben, je vous l'ai dit, c'est Gießen. Il y a le côté après, la didactique des mathématiques. Donc, les travaux vont être analysés dans le cadre de la TAD, la théorie anthropologique de didactique, les espaces, enfin les TSD avec Brousseau, les espaces de travail dont je vous ai un peu évoqué tout à l'heure. Il y a aussi le côté épistémologie du savoir et concept. On a le côté éducation à l'IA et responsabilité. Donc ça, c'est très important puisqu'on veut faire travailler les enfants avec l'IA. Donc la philosophie et l'éthique de l'IA. Donc là, je renvoie à des travaux de Jonas Simondon, Mies Elhorn, etc. Alors c'est vrai, ce sont des auteurs qui ont essentiellement écrit en allemand. Euh, il y a donc la philosophie de l'intelligence artificielle, mais aussi de l'intelligence tout court et de la cognition. Voilà. Donc ça, c'est pour vous donner un peu une idée de ce qui se passe dans le cadre de ce protocole Prism. Euh, voilà. Alors, prenons un exemple. Je vais vous montrer un exemple de voilà. Donc les enfants avaient cette activité. Donc on est avec des élèves de cycle 2, 3 plutôt. Comment découper un gâteau carré rectangulaire au rang en 8 parts avec seulement 3 coups de couteau. Donc, regardez le dialogue. Alors, je ne sais pas si c'est très lisible. Donc, il y a eu un dialogue avec ChatGPT 5 et des élèves. Et là, vous avez un élève de cycle 3. Alors, l'élève dit, je dois couper un gâteau en 8 parts avec 3 coups de couteau, mais je ne vois pas comment faire. Si je fais 3 traits, là, j'obtiens seulement 6 parts, etc. Alors, l'IA répond, c'est une bonne remarque. Tu as déjà fait un premier raisonnement. Regardons autrement. Que signifie exactement un coup de couteau dans ce problème? L'élève, c'est une coupe droite, je crois. Pas besoin de soulever le couteau. Donc, vous voyez, lui, il voit un peu comment quand on va couper, je sais pas, la galette des rois. Et l'IA répond exactement, un coup de couteau peut traverser tout le gâteau. Maintenant, combien de parts obtient-on avec un seul coup, 2 coups? Alors, l'élève dit, avec un coup, 2 parts, avec 2 coups, 4 parts, si je croise bien les traits. L'IA répond, très bien. Et si tu ajoutes un troisième coup, où pourrais-tu le placer pour obtenir plus de 4 parts? Essaie d'imaginer le gâteau en 3D. Et alors là, vous voyez, l'IA a parlé de 3D. L'élève, au départ, 3D, il ne sait pas très bien ce que c'est. Et donc, il a fallu, j'ai un peu sabré l'échange, mais il y a un moment, l'élève demande ce que c'est que la 3D.
Et donc, ce troisième coup, et alors, quand l'élève a compris ce que était la 3D, donc il dit, je vais pouvoir couper en hauteur, mais une coupe aussi, comme une coupe horizontale qui passe au milieu. Et l'IA lui répond, oui, ce troisième coup pourrait traverser toutes les parts déjà créées. Combien de parts obtient-on maintenant? Et deux fois plus, dit l'élève, donc 8 parts, puisqu'il était arrivé à 4. Exact, peux-tu expliquer comment tu t'y es pris? Ben, il dit, j'ai fait d'abord, donc l'IA demande, et l'élève répond, j'ai fait d'abord deux coupes en croix pour avoir 4 parts, puis une coupe horizontale au milieu pour doubler chaque part. Donc, le milieu, c'était pas très, comment dire, juste comme vocabulaire, mais bon, ça a fonctionné. L'IA a très bon raisonnement. Quelle fonction de ton cerveau as-tu utilisé à ton avis? Ben, j'ai dû imaginer le gâteau en 3D et revenir sur ce que j'avais déjà coupé. Donc, ma mémoire et ma tête qui visualise. Oui, tu as activé ta mémoire de travail pour garder les étapes, ta flexibilité cognitive pour changer de point de vue et ta planification pour organiser les 3 coupes. Et là, je peux vous assurer que l'élève n'a rien compris de cette dernière phrase. Mais c'est ce que lui a répondu l'IA. Donc, ah, attendez, j'ai perdu ma page. Voilà. Donc, les fonctions cognitives, je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Donc, elles désignent l'ensemble des processus mentaux mobilisés pour percevoir, comprendre, mémoriser, raisonner et apprendre, tandis que les fonctions exécutives constituent un sous-ensemble de ces fonctions centrées sur le contrôle et la régulation de l'activité mentale et comportementale. Et là, vous avez les travaux de Diamond, Houdet, Borst et Fayol. Donc, je pense que si vous voulez poser quelques questions, il va falloir que alors, la perspective internationale, comme on était dans un cadre d'un colloque international, j'ai voulu aussi évoquer à propos de l'introduction des probabilités dans le cadre de Prisme au niveau du primaire. Alors, il faut que vous sachiez que depuis le 1er septembre 2025, à partir du CM1, les enfants et plutôt dans les programmes sont introduits le concept de probabilité, l'enseignement des probabilités. Alors bien entendu, c'est très progressif, mais ce qui est l'équivalent en Allemagne, alors l'Allemagne, c'est des Länder, donc chaque land a son propre ministère et donc quelque part son propre programme. Il y a bien un ministre de l'équivalent éducation nationale au niveau du Bundesland, mais entre guillemets, c'est un peu comme la reine d'Angleterre, enfin, du temps où elle existait. C'est pas vraiment elle qui décide. Et le domaine qui correspond aux probabilités qui s'appelle Daten und Zahlen, und Zufall, Entschuldigung, occupe depuis plusieurs années une place structurante dans le curriculum du primaire. Et ça ne commence pas à partir du CM1, mais ça commence à partir de la Erste classe, c'est-à-dire du CP. Et ces différences curriculaires ont des conséquences directes sur les formes de travail mathématique mobilisées. En France, ces activités apparaissent comme relativement nouvelles et nécessitent des dispositifs d'accompagnement spécifiques, tandis qu'en Basse-Saxe, le Niedersachsen, elles s'inscrivent dans une continuité permettant une structuration plus progressive des concepts. Euh, dans ce contexte, l'intégration de l'intelligence artificielle dans les pratiques d'enseignement ne peut être pensée indépendamment de ces cadres et les possibilités offertes par l'IA, notamment en termes de simulation, de génération de données ou de visualisation, prennent des significations différentes selon les traditions curriculaires parce que justement, on est en train de regarder comment exploiter l'IA pour faire des simulations, des situations de type probabiliste simple pour des élèves de CM1 ou CM2 et comment les élèves vont prendre en compte ce que leur donnera l'IA mais il ne faut pas qu'ils se contentent de recevoir les résultats. Il doit s'engager dans une activité de formulation de questions, d'interprétation des propositions et de validation des résultats. Donc, c'est le travail humain IA au primaire, même comme pour le secondaire, le supérieur, ne consiste pas à déléguer la résolution de problèmes à un système, mais à organiser les situations dans lesquelles l'IA devient un instrument de médiation soumis à un contrôle par l'élève et l'enseignant. Voilà. Alors,
J'ai encore 2 minutes, c'est ça? Oui, 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 sans problème. Ok, donc je voulais juste présenter. Alors, j'ai lu récemment. Alors, j'ai employé le terme usage faible, usage fort. Alors, c'est un peu gênant parce que on parle d'IA faible et d'IA forte. L'IA qu'on utilise de nos jours et qui est utilisée dans tous les domaines, c'est de l'IA faible. L'IA fort, ce serait une IA qui serait capable d'avoir, entre guillemets, des sentiments et une conscience. Par exemple, avoir la conscience qu'aujourd'hui, on est le 3 avril, mais que ça signifie ceci ou cela, et que dehors, quand il fait pleu et il fait froid. Et pas, mais une vraie conscience, pas simplement parce qu'on lui a reprogrammé, il pleut, donc il fait froid, ou il pleut, donc ça mouille. Donc, on est dans de l'IA faible. Cependant, j'ai lu donc un article récemment de Julien Durand qui était dans Café pédagogique, qui a fait travailler des élèves sur un aspect modélisation dans le cadre de taille d'enfants. Donc, les élèves avaient comment dire, une feuille de ce style avec une table représentant des tailles d'enfants. Là, voilà. Donc, suivant l'âge, 4 ans, 101 cm, 5 ans, 109 cm, 6 ans, 115 cm. Donc, il devait mettre ces points et les relier entre eux. Et après, en appliquant sans aucune information, les élèves devaient essayer de voir ce que ça pouvait donner pour les années qui suivent. Alors, vous êtes bien d'accord que la taille n'a aucun rapport, c'est pas quelque chose de linéaire, ça n'a pas de rapport non plus avec l'âge, puisque à un moment on finit par arrêter de grandir. Et donc après, il donnait ça à l'IA, et l'IA, euh, donc l'IA leur a répondu euh, comme les élèves, l'IA a observé les réalités dans les données, construit une forme de cohérence statistique, produit des résultats plausibles, mais comme il n'y avait pas plus de contexte que c'est le type prolonge ou poursuit ce que tu penses qu'il pourrait y avoir pour les tailles, l'IA a fait le même type d'erreur et donc il a produit des réponses totalement incorrectes, voire absurdes. Et l'auteur appelle ça, désigne ça sous terme d'hallucination, ce qui me semble pas correct, mais bon, j'ai accepté ce qu'il disait. Donc ainsi, l'élève, il y a, adopte un comportement structurellement analogue et prolonge un modèle local sans en interroger les conditions de validité. Donc, et ça crée tout ça, met en évidence une tension centrale du travail mathématique contemporain, la dissociation plutôt entre production et validation. Dans un cadre classique, produire une réponse constitue déjà une part essentielle de l'activité. Dans un environnement IA, cette production peut être largement facilitée, voire externalisée. En revanche, la validation ne peut être déléguée. Elle suppose une interprétation des résultats, une mise en relation avec le réel, une capacité à identifier les modèles, les limites du modèle. Et dans le cadre des ETA, l'activité des élèves apparaît donc comme une mobilisation légitime d'une technique. Il a représenté, il a identifié une tendance, il a extrapolé. Cependant, l'introduction implicite d'un comportement analogue à celui de l'IA permet de faire émerger une nouvelle configuration relevant de l'ET d'IA parce que dans cet espace, les productions sont facilement accessibles, elles sont plausibles mais incertaines, et la validation devient une activité centrale, et je dirais de la part de l'être humain. Cette analyse donc permet de distinguer deux types d'usage de l'IA en maths, un usage faible qui consisterait à utiliser l'IA comme un outil de production. Il génère des réponses, il complète des calculs, il suggère des modèles. L'IA est essentiellement mobilisée pour accélérer ou faciliter l'activité. Et puis un IA fort, un usage fort plutôt, consisterait à utiliser l'IA comme un objet d'analyse. Je me mets un peu dans la dialectique outil-objet de Douadi, mais bon, c'est très limite. Mise en évidence de ses limites, comparaison avec les raisonnements humains, développement du contrôle épistimique. Dans ce second cas, l'IA devient un instrument didactique permettant de penser le travail mathématique lui-même. Cette situation illustre de manière
particulièrement clair, le déplacement analysé dans l'ensemble de ce que j'ai présenté. Le travail mathématique ne disparaît pas, il se transforme. Il ne consiste plus seulement à produire des résultats, mais à les interpréter, les valider, les inscrire dans un cadre de cohérence. Ainsi, l'enjeu central devient le maintien d'un contrôle épistémique sur des productions dont l'origine peut être humaine ou algorithmique. Et en conclusion, donc, en conclusion, euh, l'introduction de l'IA générative dans l'enseignement des maths ne se réduit pas à une transformation instrumentale. Elle engage une recomposition plus profonde des formes du travail mathématique en modifiant les équilibres entre production, structuration et validation. Les analyses proposées ici, qu'il s'agisse de dispositifs de formalisation comme Nable, de situations didactiques étudiées dans Prism ou encore des exemples de modélisation issus d'une collaboration humain-IA, convergent vers un même constat, la production des objets mathématiques peut désormais être partiellement externalisée, tandis que les exigences de validation, d'interprétation et de mise en cohérence deviennent centrales. Ce déplacement confère un contrôle épistémique, un rôle structurant. Le travail mathématique tend ainsi à se redéfinir moins dans une activité de production que comme une activité de jugement, d'évaluation et de compréhension des objets produits. Dans ce contexte, la notion de l'ETDIA constitue une première tentative pour modéliser ces nouvelles configurations en prenant en compte l'intervention des systèmes capables de produire des contenus mathématiques. Plus largement, ces transformations invitent à reconsidérer les finalités de l'enseignement des maths dans un environnement où la production de réponses peut être en partie automatisée. L'enjeu alors se déplace vers la compréhension, l'interprétation, la capacité d'exercer un contrôle critique sur ce que nous renvoie l'IA. L'IA ne conduit pas à une diminution du travail mathématique, mais à une transformation de sa nature. Elle ouvre un champ de réflexion nouveau au croisement de la didactique, de l'algorithmique et de l'épistémologie, dans lequel se redéfinissent les conditions d'un savoir à la fois compréhensible, valide et responsable. Voilà, merci pour votre écoute. Merci beaucoup Dominique. C'était très intéressant. Donc, vous êtes les bienvenus à poser des questions dans le chat ou prendre la parole avec le micro, comme vous voulez. Donc en tout cas, moi je vais commencer juste en disant que au courant des années 80 et au début des années 90, avec l'introduction des calculatrices formelles, il y a eu un renouveau de travail sur la didactique instrumentée, en particulier Jean-Baptiste Lagrange, tu en parlais, Oui, mais aussi Michel Artigue, d'ailleurs, qui te passe le bonjour, mais qui a dû s'en aller là. ok. Et aussi Dominique Guin, Luc Trouche, Gilles Aldon. Voilà, j'ai mis un lien vers une production collective. Et donc, il y avait un travail avec l'exactitude et le retour de la machine dans un cadre de calcul mécanisé. Et il y avait un contrat, donc tout le monde a mis en évidence non seulement le fait que, comme tu le dis, on peut se tromper de touche, mais aussi quand même un contrat didactique qui sanctifie d'une certaine manière la réponse de la machine et qui empêche l'élève de le mettre à distance et de le questionner. Par exemple, 1 divisé par 3, ça fait 0,33333. Bon, voilà. Donc, qu'est-ce que tu en penses? C'était juste pour commencer la discussion. Ah, mais je vois vraiment, je suis tout à fait d'accord. Par exemple, quand la machine va lui représenter 0,3333 ou 0,33333, l'élève peut considérer que, par exemple, un tiers serait un nombre décimal. Or, un tiers n'est pas un nombre décimal. Donc ça, c'est du ressort de l'être humain d'interpréter ce résultat dans un cadre mathématique bien précis. En revanche, l'IA actuelle, pas il y a 2 ans, mais l'IA actuelle, un tiers, et si tu lui donnais un tiers et tu lui demanderais, je veux une valeur approchée, il te mettrait 0,333 et puis il mettrait des petits points en disant, en ajoutant probablement une infinité de 3. Donc l'IA, pour ça, j'ai un problème de son. Il y a Il eu y a un eu un problème. problème. Ah, Ah, d'accord. d'accord. Euh, Euh, donc, vous donc, vous avez n'avez rien rien entendu entendu ce de que ce que je je viens viens de de dire. dire. OK. Donc, je reprends rapidement. Comment dire? Donc, j'ai évoqué tout à l'heure l'erreur de celui qui tape à la machine. Ça, c'est une erreur humaine. L'IA
ce type d'erreur, entre guillemets, elle n'existe plus réellement. Du moins, elle est différente. Puisqu'il peut à la limite te dire que si tu dis qu'un tiers qui est 0,3333, ce serait un nombre décimal parce que tu ne vois pas l'infinité des 3. C'est comme quand, par exemple, pour les enfants de cycle 3 en école primaire, considèrent que pi, c'est 3,14 et pour eux, c'est un nombre décimal. Or, l'année suivante, quand ils sont en sixième, on leur dit, ben non, c'est pas un nombre décimal, il y a un symbole. Donc, voilà, ça, il y a cet aspect-là. Euh, oui, Jean-Baptiste oui, tu as raison. Jean-Baptiste il a écrit un article récemment. Enfin, il est pareil en cours de validation euh, sur euh, sur cet aspect calcul formel, la calculatrice et le calcul formel. Mais la problématique est quand même très différente parce que le calcul formel, il fallait quand même interpréter le retour de la machine, tandis que l'IA va te donner une interprétation. Est-ce qu'elle sera juste ou pas? Ça, c'est plutôt ça qu'il va falloir vérifier. Je trouve que c'est d'autant plus pervers que le retour de la machine paraît compréhensible Voilà. voilà, et paraît plausible. Alors que des fois, une machine, elle te répond de but en blanc quelque chose de très technique qui a du sens, mais que tu comprends pas parce que c'est technique. Là, il y a du sucre glace qui fait que tu as l'impression que tu comprends et en fait, c'est à côté de la plaque. Mais bon, voilà. C'est pour ça que je pense, et je parle d'une didactique de l'IA, c'est-à-dire qu'il faut apprendre à utiliser comment l'IA, dans une transmission de savoir, peut avoir une place, mais sachant quand même que c'est l'être humain qui doit valider le retour de l'IA. Est-ce que je suis assez clair? Oui, tout à fait. Mais donc, je donnais la possibilité que des gens posent des questions dans le chat, mais personne ne l'a fait. Donc, je continue donc sur, ne l'a encore fait, je veux dire, mais donc n'hésitez pas. Et n'hésitez pas à prendre votre micro. Mais je veux dire que dans ce cadre des calculatrices et de l'interprétation du retour des calculatrices par les élèves, on a vu aussi quand même, il y a eu beaucoup de travaux sur le fait que c'était difficile pour les enseignants de prendre ça en compte. Et en particulier nous, ici à l'IRM de Lyon, nous avons un groupe qui s'appelle 33 élèves, 33 calculatrices, qui parle en particulier de la diversité des calculatrices et que ça demande une formation continue des enseignants pour avoir ce recul épistémologique. Ne crois-tu pas que ce dont tu parles demande aussi une profondeur épistémologique quand même très forte de la part des enseignants? Il me semble que c'est un peu ce que j'ai évoqué dans mon diaporama. Oui, il faut construire des formations. Et je pas que des formations en formation continue, mais des formations initiales. Et j'ai envie de dire, pas que avec les enseignants, mais déjà avec les élèves. Et peut-être pas les plus jeunes, mais il faut, je vois, je reprends les CM1 qui participent à mes expérimentations, une approche plus, j'ai presque envie de dire plus intelligente de l'outil IA, du robot conversationnel, par rapport à ce qu'ils avaient plutôt il y a 5 mois. Maintenant, ils ne se contentent pas de lire, ils interrogent la machine, mais ils l'interrogent en lui donnant des précisions. Il reprend la machine quand il y a un point qu'ils n'ont pas bien compris. Ils demandent de nouvelles précisions. Il y a vraiment un échange, comme il y aurait un échange presque entre la maîtresse et l'élève. La seule, vraiment le problème, alors il y a un problème qui est dû à la lecture parce qu'il faut que la machine réponde donne des réponses courtes, sinon les élèves sont perdus. Et il y a un problème qui est dû au fait aussi que la machine ne tient pas compte de la mimique de l'élève quand il reçoit une réponse, quand il lit la réponse. Je sais pas, voilà, qui montre s'il a ou pas, s'il est satisfait, s'il n'a pas compris, etc. Ça, la machine est incapable. Mais aujourd'hui, peut-être que dans quelques années, elle le sera.
Mais les IA qu'utilisent nos élèves, et je dirais monsieur, madame, tout le monde, théoriquement, ne sait pas faire ça, du moins à ma connaissance. Ok, Marie-Pierre posait une question à propos des enjeux éthiques. Vas-y, Marie-Pierre. Oui, j'avais un petit peu de mal à apprécier en fait la part des enjeux éthiques dans tout ce dispositif et cette espèce de travail didactique algorithmique. Voilà. Alors, les Donc, enjeux enfin, qu'entendre par enjeu éthique? bah, c'est-à-dire quand même que bon, les IA, elles sont quand même, il y a un côté politique qui est derrière. Et elles sont, il y a des gens, il y a des êtres humains qui sont quand même derrière. Et bah, c'est un peu comme un moteur de recherche. Et donc, il faut faire attention aussi. Bah, faites un essai avec, je sais pas, posez-lui une question sur un tel homme politique ou tel autre homme politique ou telle autre femme. Vous allez avoir des réponses qui peuvent vous sembler surprenantes de si vous prenez tel type de tel IA ou tel autre IA. Donc, vous voyez, c'est alors les enjeux éthiques par rapport aux mathématiques. Ben, par exemple, euh, il y a dans ma thèse, j'avais fait une activité, une ingénierie idiomatique sur la politique des naissances, qui consistait à faire à modéliser par une loi géométrique tronquée. En gros, vous avez dans un pays imaginaire, pas tout à fait, parce qu'en fin de compte, ça a eu lieu dans un certain pays de la planète. La politique est la suivante. Les familles peuvent avoir maximum 4 enfants et ils s'arrêtent au premier garçon. Ils s'arrêtent quand ils ont un garçon plutôt. Donc, quelles sont les possibilités qu'on peut avoir? Si on appelle G garçon et F fille, ben, on peut avoir G ou FG ou FFG ou voilà des choses comme ça. Bon, alors il y a un côté éthique euh, et ça, c'est des choses que je vois maintenant chez les enfants, choses que j'avais sous-estimées. Probablement, c'est dû un peu aux entourages, c'est dû un peu à ce qu'ils entendent à droite et à gauche. Ben, il y a des enfants qui vont reprocher de tel type d'activité, etc. Je vais vous prendre un autre exemple basique, ce qui me vient tout d'un coup à l'esprit. Euh, J'anime une formation, une animation, enfin, 6 heures de TD en master de littérature de jeunesse autour de l'utilisation de l'IA dans les métiers de la littérature de jeunesse. Donc, la compréhension du texte, la médiation du texte, etc. Et l'évaluation partait il devait faire une évaluation autour de chapitres du Petit Prince, où il devait d'abord modéliser le chapitre sous la forme d'un graphe, et puis après l'analyser à l'aide de l'IA, sachant que ce n'est pas des matheux initialement. Eh bien, pour la première fois, ça fait quand même plusieurs années que je fais ça, pour la première fois, j'ai eu 5 étudiantes qui m'ont envoyé un message et qui ont fait de même à la responsable du master littérature de jeunesse sur le CY, qui ont refusé catégoriquement de participer à cette évaluation parce que dans leur esprit, l'IA était, entre guillemets, je vais être un peu grossier, le diable. Donc, il a fallu que je modifie ma, mon évaluation et je ne rende plus l'IA obligatoire. Mais on voit là, vous voyez, il y a des problèmes. Alors, ce n'est pas un problème éthique d'un point de vue mathématique, mais il y a des problèmes éthiques qui existent avec l'IA par exemple, le calcul formel n'a pas ce problème, parce que le calcul formel fait un calcul en lien avec l'objet mathématique qu'on lui demande. Tandis que l'IA, la façon dont il va répondre, la façon dont il va donner des exemples, etc., et il y a un côté, des fois, on peut être un peu surpris par ce qu'elle répond. Ouais, mais pas seulement ça, quand même, lors de l'entraînement, les droits d'auteur ont été de manière très très systématique, totalement bafoués. Que les auteurs le veuillent ou non, leur contenu a été analysé, vectorisé, etc. Je Oui, trouve que effectivement, se mettre sur la position que l'IA c'est le diable, moi je trouve que ça se défend. Mais je voudrais juste dire que Emmanuel Desmontil posait la question justement de la pluralité
des intelligences artificielles. LLM, ça veut rien dire en soi. Je veux dire, il y a des LLM spécialisés. Donc, je lis son texte. Donc, il y a des LLM spécialisés, Mastral, ou réputés meilleurs sur certains objectifs, comme Claude 4.6 pour le code. Et il n'est pas convaincu que ChatGPT 5 soit le meilleur choix pour des traitements mathématiques. Et ben, il pose la question, quelle IA générative avez-vous choisi? Vous n'êtes pas rentré dans les détails vraiment dans la présentation. Et on peut avoir l'IA simple, le RAG, donc fournir ce sur quoi on se base pour répondre aux questions, ou des agents conversationnels. Qu'est-ce que vous avez essayé comme approche? Alors, je n'ai pas cité parce que j'avais peur qu'on considère que ce soit de la publicité. C'est pour ça que je n'ai pas cité. Alors, donc, avec des élèves du primaire, c'est ChatGPT. Avec les étudiants, c'est aussi ChatGPT, mais c'est aussi Coq. Donc là, plus mathématiques. Donc, il y a aussi eu du Gemini pour comparer ce que donnait soit ChatGPT, soit Gemini. Il y a eu aussi Mistral, mais voilà, je ne savais pas que je pouvais citer, donc pour pas qu'on m'accuse que je fasse de la publicité pour telle ou telle IA. Ok, je comprends. Il y avait Thomas Serrandon qui demandait, ne faudrait-il pas aussi inclure les parents pour avoir un vrai vocabulaire et une vraie approche partagée? Sans cela, je pense que la fracture numérique qui en résulterait serait immense. Cela suggère une formation des parents sur la manière d'accompagner les apprentissages des enfants. Ça me semble tout à fait. Ah, je suis bien d'accord. Mais alors là, je n'ai pas de réponse comment organiser au niveau des parents. Alors, si je vais faire une présentation de l'IA dans le système, dans l'aide aux parents au mois de juin dans une médiathèque de la région parisienne. J'ai été invité à faire une présentation. Donc, mais je ne sais pas si il y a vraiment. Oui, donc là, il y a un petit côté formation mais je ne sais pas. C'est plutôt, je crois que les médiathèques, par exemple, font un peu ça pour les parents, mais le système éducatif, à ma connaissance, ne s'occupe pas vraiment des parents. Il s'occupe plutôt des enfants et surtout des maîtres, ou des maîtresses, ou des profs, ou des. Euh, et je- Ok, merci. Bon, mais pour le tout début, là, pour le fait qu'on n'a pas le choix, c'est inéluctable, etc. Moi, personnellement, je trouve que je suis pas d'accord. Voilà, déjà, donc, tu as dit qu'il y avait des étudiants qui avaient refusé de participer parce que l'IA, c'est le diable. Bon, moi, je suis pas d'accord pour dire qu'on n'a pas le choix. D'un point de vue individuel, on a toujours le choix de ne pas utiliser. Alors, c'est sûr que sociétalement, on nous l'impose, hein, et le ministère nous l'impose, les tutelles nous poussent vers son utilisation massive à tort et à travers, à mon avis. Voilà. Ivan Illich parlait de monopole radical. Hmm. Bon, lui, il en parlait pour la voiture sur les déplacements ou le nucléaire pour l'énergie. Donc, hein, la voiture, ça implique qu'on a besoin de routes, qu'on a besoin de banlieues. Enfin, ça fabrique les banlieues, ça fabrique les marées noires, ça fabrique les guerres du Golfe. Bref, c'est un monopole radical. Et est-ce que l'intelligence artificielle n'est pas un monopole radical sur la pensée contre laquelle on a le droit de faire résistance? Ah, mais alors, si j'ai donné l'impression que je voulais faire de la publicité pour l'IA, alors j'ai mal géré ma présentation et là je m'en excuse. Non, l'IA, je ne suis ni pour ni contre. C'est-à-dire que c'est un peu comme la voiture. Désolé de faire cette comparaison, mais étant habitué à circuler en Allemagne, sur nos autoroutes, nos autobahns. On a des fois des grandes portions sans limitation de vitesse. On peut rouler comme un dingue, mais ça, c'est pas la faute de la machine, c'est le conducteur. Donc, ben, c'est l'IA. On peut mal l'utiliser ou bêtement l'utiliser. Et c'est pour ça que je n'étais pas non plus choqué que les étudiantes aient eu leur réaction. Ce qui m'avait choqué et me blessé, c'est la façon dont elles m'avaient présenté la chose. Mais je comprenais, et c'est pour ça que je n'ai pas eu de difficulté à modifier mon évaluation. Mais comme initialement, ce TC était appelé introduction de l'IA dans le travail du domaine des domaines en lien avec la littérature,
C'est ça qui m'a. Il faudrait que je remonte tout le contexte. Mais après, oui, il faut absolument avoir, et j'espère l'avoir bien fait sentir, on ne doit pas prendre tout à la lettre. Il faut avoir un regard critique. C'est l'être humain qui, au final, valide. C'est l'être humain qui contrôle. C'est l'être humain qui. Et que l'être humain ait 8 ans, ou qu'il en ait 50, ou qu'il en ait 80. C'est pas la machine. La machine ne doit pas nous contrôler. Sinon, à ce moment-là, oui, là, ça devient dangereux. Non, je suis bien d'accord. Mais ça, c'est vrai que c'est tout à fait nécessaire d'éduquer à ça. Mais là, moi, je parle de manière beaucoup plus méta et sociétale. Tu parlais du fait qu'on pouvait aller à 150 sur l'autoroute et que c'était un choix individuel. Ok, d'accord, mais n'empêche que la voiture, c'est plus qu'un choix individuel et ça n'est pas juste un outil de déplacement. C'est donc la pensée d'Ivan Illich, c'est justement de dire que c'est un monopole radical ce choix-là, qui est un choix de société, implique une modification radicale de toute la société et une organisation de la société autour de ce choix sociétal, qui n'est pas un choix démocratique, qui est un choix qui est complètement imposé et contre lequel on peut faire résistance à un certain moment et contre lequel il est trop tard de faire résistance à un autre moment. C'est-à-dire, ça n'est pas juste simplement d'en avoir une utilisation raisonnable, mais de faire résistance au fait que la société utilise cet outil. Voilà. Donc c'est quand même, je trouve, très différent comme argument. Oui, mais il y a aussi quelque chose qui n'a pas été évoqué, l'aspect écologie avec l'IA. Et je suis très surpris quand j'ai fait une petite présentation aux enfants de CM1 pour leur dire la nouvelle classe qu'avait la collègue au mois de septembre. Il y a une enfant je leur ai demandé est-ce que vous aviez des questions, et il y a une enfant qui m'a demandé, mais j'ai entendu que d'un point de vue écologique, ça a utilisé beaucoup d'eau, plus que ceci ou cela. Et je lui ai dit oui, c'est une question qu'il va falloir réfléchir par rapport à cette IA. Et d'un point de vue énergétique, je crois que les Américains ont remis en route une de leurs centrales nucléaires qui est ancienne. Donc, il y a le côté écologique aussi, sur lequel il ne faut pas oublier Non, d'y mais là, tu penser. dis, il va falloir réfléchir, mais c'est tout réfléchi, et on réfléchit pour nous. C'est ça le problème, c'est que l'adoption de cette technologie va par-delà la réflexion. Ça n'est pas de l'ordre de la réflexion, justement. Nous ne réfléchissons pas de manière euh, euh, collective, parce que si on avait à réfléchir, ce serait tout réfléchi. Il faut pas l'utiliser. Voilà. Mais d'un autre côté, on va pas dans cette voie-là. Donc autant, enfin, je veux dire, se, se coltiner le fait que nos élèves en particulier l'utilisent et y répondent de la manière la plus intelligente qui soit. N'hésitez pas à prendre votre micro et à intervenir, s'il vous plaît, et à poser des questions dans le chat. Alors, moi, je voulais intervenir. Je cherchais à lever la main, j'arrivais pas, donc je vous ai rejoint en cours de route. Je voulais rebondir sur le côté, on a le choix ou pas de s'en servir. Moi, je trouve que c'est quand même difficile, puisqu'en fait, l'IA, elle est partout. Il n'y a pas que l'IA générative. Il suffit de regarder Netflix pour avoir de l'IA derrière. Donc, en fait, c'est un peu comme les téléphones portables. Ça va devenir difficile de ne pas s'en servir si on ne veut pas s'en servir. Il y avait aussi une réaction que je voulais dire sur l'intelligence. Alors, il y a des études, enfin, il y avait des discussions entre chercheurs que ma co-directrice de thèse m'avait partagé. Je sais plus exactement dans quel cadre, mais que ça rendait effectivement pas forcément plus intelligent d'utiliser l'IA, sauf éventuellement certains contextes particuliers. On avait abordé les élèves à besoins éducatifs particuliers pour lequel l'IA pouvait être favorable. Alors, soit pour adapter les supports pour les enfants qui ont une déficience cognitive, par exemple, ou inversement, les enfants haut potentiel, qui vont avoir du coup une structuration de l'impensée et un échange qui va être suffisamment stimulant grâce à l'IA. Donc là, il n'y a pas des études encore faites. Et puis, le côté environnemental, troisième donnée, c'est que il faut savoir, en tout cas, sur ma connaissance, que beaucoup de lycéens refusent d'utiliser l'IA justement pour des principes écologiques. Les collégiens s'en servent énormément, mais les lycéens, peu. Voilà. Mais je rebondis là-dessus. Des élèves de primaire se posent des questions sur cet aspect écologique. Donc, on sent quand même qu'il y a un certain éveil,
une prise de conscience. Et ça, je trouve ça intéressant. Mm, Euh, Après, maintenant, oui, l'IA est là et je pense qu'il va falloir qu'il y ait, disons, des mouvements, des mouvements, oui, qui montrent, voilà, ce que ça peut faire, mais ce que ça peut aussi ne pas faire, ou du moins produire de façon problématique écologique, problématique de pensée critique, problématique au niveau de la lecture, problématique au niveau de l'écriture, etc. Il y a énormément. Là, je pense qu'on est un peu au niveau de la préhistoire. On est en train on a un outil qui nous arrive, je suis d'accord, et qui nous est imposé. Et il faudrait peut-être pas qu'on réagisse comme quand il y a eu les téléphones portables qui sont arrivés. Vous vous baladez, moi quand je me balade dans les rues de Paris, qui est juste à côté de chez moi, eh bien, je vois, ou dans les métros, ou dans le bus, mais ils sont tous, même les couples, ils sont à chacun avec son téléphone portable. Donc voilà. Oui, en smartphone en l'occurrence, parce que des Ouais, téléphones portables, smartphone, ou il y en a. pardon pour ce Mais ok. vocabulaire un peu ancestral. Très bien, très bien. Ok, donc moi j'ai moi-même travaillé pendant une décennie avec le DFKI, à la Deutsches Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz à Ouais, ouais. Saarbrück, dans le projet MathBridge. Et donc on avait un modèle je sais pas si tu les connais, et On a donc entendu parler. Je vois ce que tu veux dire. avec une évolution des compétences modélisées par le système, le système produisait un chemin de là où il en était vers ce qu'il visait, et toute interaction avec le système modifiait cette modélisation des compétences Hmm. de l'apprenant. Et en fait, ce qui nous est vendu actuellement par les EdTech, donc ça fonctionnait, mais c'était quand même assez lourd au milieu des années 2010, quoi. Mais ce que les EdTech nous vendent n'est pas encore à la hauteur. Donc, d'après toi, est-ce que on va franchir euh, ce, ce moment où ce qui est promis va effectivement être délivré, parce que ça évolue vraiment très très vite, ou est-ce que on va en rester à des choses basique, c'est-à-dire que, en gros, est-ce que notre métier va être pour une large part rendu obsolète et va devoir s'adapter uniquement dans la direction de ce que tu dis, c'est-à-dire avec une haute distance épistémologique de l'enseignant, ou est-ce que l'enseignant à la papa, il a encore des beaux jours devant lui, ou elle? J'ai peur que l'enseignant à la papa n'ait plus vraiment très longtemps de beaux jours devant lui. En revanche, l'enseignant tout court, oui, il a de très longues années. Même une fois que je serai mort, ça continuera encore. Je veux dire, et j'espère mourir dans très longtemps. Donc, je veux dire, non, l'enseignant est nécessaire. Mais il va falloir qu'il fasse des adaptations pédagogiques et didactiques. Mais pas, c'est pas dû à l'IA en fin de compte, c'est dû au numérique d'une manière générale. Et d'autant plus que l'IA peut devenir aussi, comment dire, euh, bon, j'entends que vous dites que les enfants lycéens, enfin les jeunes lycéens, etc. Alors, je ne sais pas si c'est le cas dans toutes les académies ou dans toutes les. Mais par exemple, sur l'île de France, que ce soit Paris et la Petite Couronne, moi, je vois quand je discute avec, entre autres, Yannick Trunkenwald, il dit bien que ses élèves au lycée Fénelon dans le 6e arrondissement, ils sont obligés lors des contrôles de leur enlever les téléphones portables parce que ils vont sur les téléphones portables, mais pas pour aller téléphoner, pour aller chercher des réponses sur l'IA, etc. Donc, je vois bien qu'il y a peut-être une différence. Alors là, peut-être on est en train de créer comment on dit ça en français, une césure ou je ne sais quoi, une inégalité entre les grandes villes, si on peut dire, les grandes agglomérations et des agglomérations plus modestes. Le mot est pas correct. Vous voyez des plus petites agglomérations ou des campagnes.
parce que ne serait-ce que par exemple la connexion n'est pas aussi bonne, parce que ceci, parce que cela. Les moyens financiers ne sont peut-être pas là pour s'offrir parce que c'est très onéreux ce matériel, mine de rien. Si on peut l'avoir gratuit, mais si on le veut payant, ça commence à chiffrer. Et au vu ce qui se passe actuellement sur la planète, toute petite somme finit par devenir des grosses sommes. Donc voilà. Et ça, à mon avis, ça ne va pas réduire les inégalités, ça va les augmenter, malheureusement. Ça, Ok, par contre, ça m'attise. je comprends. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc moi, en passant, je te prierai de bien vouloir dire bonjour à Albrecht Beutel-Spacher, je pense, et à Martin Bumann, voilà, Ja, de Mathematicum. ja. Du Euh, sprichst auch Deutsch? Tu parles en allemand? ja, ein bisschen, mais bon, Ein bisschen, ja, schön. ouais. OK. Ok. Bon, Et on va peut-être arrêter là s'il n'y a pas de questions, de questions qui proviennent du public. Je voudrais vous rappeler que il y aura donc merci déjà Dominique pour cet exposé, merci bien. Et merci aussi d'avoir été flexible parce que en fait à cette date-là c'était Mohamed Abdo Ali et Yannick Truckenwald qui étaient programmés pour parler aussi d'intelligence artificielle et institutionnaliser l'usage de l'intelligence artificielle dans l'apprentissage des mathématiques. Parce que Djibouti Mohamed Abdo Ali est inspecteur à Djibouti et est très moteur dans l'utilisation des technologies pour l'enseignement des mathématiques. Et donc, il voulait nous donner leur expérience dans ce cadre-là. Voilà, je vous invite à rester à l'écoute de ce qui se passera sur unif-irm.fr pour la programmation du prochain téléséminaire. Et je vous souhaite un très bon mois d'avril. merci à toi aussi. Merci beaucoup. Au Merci revoir. Au Dominique. revoir. Je vais Merci juste beaucoup. rajouter qu'en mai, il n'y en aura pas. En mai, il n'y en aura pas puisque c'est ou le 1er mai ou le 8 Ah, mai. d'accord. C'est pas très pratique. Donc, le prochain téléséminaire, ça sera en juin. Euh, Probablement, il faut encore être sûr, mais probablement avec des collègues et Henri qui est présent du Bénin, mais encore à confirmer. Et le téléséminaire de Mohamed Abdo Ali va être reprogrammé entre septembre et décembre 2026. Mais bon, selon les disponibilités du collègue qui est très pris. Ah, d'accord, ok. Voilà. Merci. Merci Au revoir beaucoup. à toutes et à Au tous. Au revoir. revoir. Alors, je sais pas, suspendre l'enregistrement, on dirait. Je vous laisse. Ok, merci Au Dominique. revoir. Au revoir. Au revoir.